Très bien. Bienvenue à nouveau. Cette séance s'intitule Développer un réseau de laboratoires pour la sérosurveillance à l'échelle du Canada. Nous avons avec nous 5 excellents panélistes qui, dans la prochaine heure, vont nous expliquer comment se faire. Alors, aucune pression sur leurs épaules, pas du tout. Nous avons Dr. Ina Sekirov, que nous avons rencontré hier et ce matin aussi, qui est microbiologiste médicale au laboratoire de santé publique au Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique et directrice du programme du labo pour la tuberculose et la mycobactériologie. Il y a aussi Dr. Laurie Beach, qui a participé à la discussion ce matin aussi, biochimiste clinicienne et qui dirige le service de chimie IWK Health à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Nous avons Derek Stein, qui nous a parlé ce matin aussi, un chercheur qui travaille au labo provincial Cadam, au Manitoba, en ligne. Nous avons Carmen Charlton, encore une fois, qui était là ce matin, microbiologiste clinique au labo de santé publique de l'Alberta, et nouvellement arrivé, Amanda Lang, qui est microbiologiste clinique à la Saskatchewan Health Authority et professeur adjoint et microbiologiste clinique au département de pathologie et de médecine au labo de l'Université de la Saskatchewan. Ses recherches portent sur les diagnostics de maladies infectieuses, en particulier la sérologie des ST-BBI virales, les tests moléculaires pour les infections respiratoires, les tests diagnostiques pour les zoonoses et la surveillance des ST-BBI virales, des virus respiratoires et des zoonoses. Moi, je suis virologue moléculaire. J'étudie les facteurs de restriction post-encodés pour les virus et les réponses humorales aux... Je me demande encore pourquoi on m'a demandé d'animer cette séance, mais je soupçonne que c'est parce que durant la pandémie, j'ai établi une installation, un service de haut volume et avec Claude Gingras de Toronto. Nous avons mis au point un essai sérologique harmonisé qui pouvait analyser les données tirées de chacun de nos labos et on aurait un résultat très harmonisé pour les échantillons testés. Encore aujourd'hui, nous avons analysé plus de 3 millions d'échantillons. Notre labo, on est arrivé à 1,6 million. Et j'ai pas demandé à ENCODE pour une... On est à plus de 3 millions d'analyses. La sérosurveillance, ça commence au labo. C'est ce que je pense. Et c'est le labo qui va dicter le genre d'essais qu'on peut faire, le nombre qu'on peut faire, la qualité des essais, ainsi que la richesse des données qu'on peut en tirer. Heureusement, l'élément labo, la composante labo en sérosurveillance, c'est extrêmement simple et facile, me dit-on. Mais même un ALISA, un essai aussi simple que ça, en anglais, bon, les laboratoires varient entre eux. Nous avons des réactifs différents, des plaquettes différentes, des antigènes de diverses sources qui se ressemblent pas du tout. Et ça crée un écosystème très complexe lorsqu'il s'agit de harmoniser les données et en faire rapport. Et il y a la complexité des échantillons eux-mêmes aussi, du sang séché, du sérum, du plasma, DTA, plasma au sodium citrate, des mesures de contrôle qui sont différentes. Ça peut être des normes internationales ou des mesures de contrôle, mesures témoins à l'interne. Si vous faites une analyse en novembre ou au printemps,
on a vu une certaine sorte de variabilité. C'est la météo, c'est la saison, l'eau peut varier, l'humidité, tout ça. Et ça, il faut tenir en compte tout ça par la modélisation. Mais qui fait cette modélisation? Ça aussi, c'est variable. Et c'est ça qui, aussi, bon, le REB associé aux échantillons, ça peut aussi faire varier les échantillons qu'on pourra utiliser. On ne parle pas aussi assez d'approvisionnement. En septembre 2020, quand on apprenait que notre proposition était acceptée, financée, et on achetait des machines à échantillonnage, et Hamilton nous disait que pour ces instruments, on avait 4 jours pour leur donner le PO en anglais, parce que l'exportation des États-Unis d'un produit liquide, l'université a fait un miracle. Ils ont réussi à générer un PO en anglais et les robots ont été envoyés et on les a reçus au moment voulu. Cependant, on n'était pas assez rapide pour obtenir ce qu'on appelle les tips en anglais. Bon, les pointes conductives, on ne peut pas les obtenir des États-Unis parce qu'il y avait des restrictions d'exportation. Heureusement, Hamilton en a trouvé en Allemagne et a envoyé par avion 6 palettes pleine grandeur de pointes, de tips en anglais pour qu'on puisse faire nos essais. Donc, durant les périodes de paix, si on veut, on n'aime pas le terme, mais bon, les périodes interpandémies, les situations changent lorsqu'il n'y a plus cette urgence. Alors, il faut garder ça en tête lorsqu'il s'agit de développer des réseaux de labos. Je vais passer la parole maintenant aux membres de notre panel qui nous feront part de leurs pensées, leurs réflexions là-dessus dans les minutes à venir. Ina, de vous d'abord. On va commencer de l'est vers l'ouest. Ensuite, ça devrait être Carmen si on suit cet ordre. Ben, tout d'abord, il faut... Bon, ici, cette rencontre, bon, il s'agit d'un point de rencontre extraordinaire. C'est un réseau formidable. Ça inclut des labos, justement. Et ça permet de traverser les frontières, pour ainsi dire. Mais pour ce qui est des labos, une chose qui serait importante, je pense, c'est de s'assurer que la sérologie est représentée inaudible. La première journée, j'ai mentionné qu'ils espèrent établir un groupe de travail spécifique à la sérologie pour que les labos provinciaux puissent se réunir dans ce contexte et bon, avoir une sorte de normalisation. Mais en plus de l'engagement de labos provinciaux, il faut avoir d'un bon engagement aussi avec les labos dans les hôpitaux et ceux qui desservent les cliniques, parce que ça aussi, on peut trouver des échantillons intéressants, surtout, par exemple, des échantillons de parties de la population sous-représentées dans nos sources habituelles. Dans le contexte provincial, il faut aussi convaincre les autres contreparties opérationnelles. Il faut pouvoir présenter des arguments en faveur du financement et pour obtenir aussi des échantillons résiduels. On en a parlé ce matin, mais je pense que les programmes éducatifs ont un rôle important à jouer pour s'assurer que cette expertise dure et perdure sur le plan scientifique et technique. Peut-être qu'on peut songer à créer des cours qui s'intégreraient dans des programmes de formation universitaire déjà, sinon des cours indépendants en soi, pour faciliter l'engagement à long terme du personnel. Merci. On va passer de l'ouest vers l'est. Je suis d'accord avec Ina.
CPHLN, bon, le réseau des labos de santé, c'est un réseau bien établi en santé publique qui se rencontre mensuellement et, bon, plus fréquemment lors de la pandémie. Je pense que des choses telles que le GTIC et c'est les groupes qui ont émané suite à la pandémie étaient utiles. Ça permettait aux labos partout au pays d'essayer d'arriver à des normes, de standardiser leur approche. L'Alberta est un peu différente parce que notre labo de santé publique a les soins aigus. Il y a un labo pour la province complète seulement. Il y a des sites qui n'ont pas encore adopté ce qu'on appelle le LIS en anglais. Donc, on traite les échantillons cliniques, les spécimens quotidiens et la santé publique, tout ça à la fois. Donc, les lignes entre les soins aigus et la santé publique sont peut-être moins nettes que ce qu'on trouve ailleurs dans d'autres provinces. Et quand on commence à examiner certaines de nos études, par exemple nos études résiduelles, on a pu mobiliser au sein de la province pour obtenir des échantillons résiduels parce que tout ça, ça tombe sous l'autorité d'un seul labo. Donc, un petit labo à Lethbridge, par exemple, va être dirigé et encadré par les gens qui encadrent ça à l'échelle de la province. Mais à l'extérieur de la province, si on veut essayer de collaborer sur le plan national, ces groupes de travail sont vraiment clés, sont vraiment importants parce que la capacité de se donner des normes, peut-être il faut penser à ça pour la prochaine pandémie ou prochain pathogène, ce serait de mettre au point des normes titrées ou reconnues pour que les labos puissent faire une comparaison immédiate. Parce que nos instruments ne sont pas les mêmes que le Manitoba ou la CB, etc. Et même si ce sont des essais commerciaux, surtout au début, il n'y a pas de normes internationales. Donc, essayer d'égaliser ces choses-là pour voir si la plateforme Abbott est la même que celle de Roche. Rappelez-vous, c'était difficile au début, ça. Alors, si on se donne une norme d'emblée dès le départ, et voici notre titrage, et voici les unités équivalentes, je crois que si on avait eu ça, ça aurait facilité beaucoup comment on interprétait ces échantillons par la suite. Donc, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, mais je pense que les réseaux nationaux, ça aide beaucoup à simplifier les choses, à harmoniser les choses et surmonter ces problèmes. Merci, Carmen. Menda maintenant? Allô? Bonjour. C'est dur d'emboîter le pas à Carmen et Ina parce que c'était justement les choses que je voulais mentionner et souligner, mais autrement, je fais écho à l'utilisation, j'approuve, je partage le CPLN et puis leur importance pour les données, pour les échantillons. Encore une fois, je vais répéter à quel point les MTA sont onéreux. Surtout au sein de la CPHLN, on partageait assez librement, mais dans certains cas, c'était difficile d'obtenir des échantillons de certaines provinces parce qu'ils avaient un processus plus rigoureux pour l'envoi de documents ou la communication de documents. Ce qui nous a réussi vraiment bien, peut-être que FAC va être accusé maintenant qu'ils ne sont plus dans la salle. Oh, non, pardon. Bon, désolé. Je vais quand même mentionner ce que je voulais dire. Ce qui nous a bien réussi, c'est le LLTO et Gelato, ces deux programmes qui mettent en lien les labos provinciaux avec le labo microbiologique national et avec FAC. Le programme Gelato étant celui pour la séquence de génome complet pour le SRAS-COVID-2. Et maintenant, ils commencent à étudier d'autres pathogènes respiratoires. Pour le Saskatchewan, ça a été important pour assurer notre capacité de séquençage génomique parce que notre équipe clinique, la plupart du temps, il faut les détourner vers du travail
concret, du travail clinique, si on veut. Et on ne peut pas maintenir un assez grand nombre d'employés pour faire en sorte que ce service-là reste ouvert. S'il n'y a pas de technicien de disponible pour l'embauche, la première chose qui est coupée ou réduite, c'est la surveillance. Donc, obtenir des données, peut-être qu'il faudrait profiter de ça. Peut-être qu'il devrait y avoir des agents techniques ou des responsables techniques pour les labos de sérologie. C'est quelque chose qui a bien fonctionné. Un autre facteur qui concerne davantage le monde universitaire, je pense qu'on a de bons partenariats au sein des provinces avec les labos cliniques et les labos provinciaux, mais les partenariats avec les universitaires, pour nous, en Saskatchewan, c'était difficile à établir. Je viens de... Attendez. VITO, Vaccine Information Disease VITO. Bon, il y a un problème juridique et c'est bloqué. Les deux équipes juridiques se disputent au sujet d'un seul échantillon. Et ils sont là, à côté de chez nous. On devrait avoir des réseaux au sein de la province pour pouvoir partager, communiquer et partager les échantillons. Il n'y a pas de raison qui nous empêche de le faire, mais il y a quelque chose dans le libellé juridique qui l'empêche. Et les avocats bloquent le processus. Quand on a entendu parler du temps de traitement de 24 heures, mais là, j'étais découragé. J'ai dit, voyons donc, ça ne sera pas possible. Je ne sais pas comment on peut intégrer ça au réseau. Mais des équipes pour réaliser ça et faire des modèles d'entente qui vont fonctionner comme entente qui seraient utilisables à l'échelle du pays. Ça faciliterait le réseautage et le partage d'échantillons et de données. Derek, je ne serais pas égoïste cette fois. Moi, j'aimerais revenir à certains des premiers commentaires qu'on a entendus. Ça m'a frappé quand vous avez parlé de Hamilton. Et c'est intéressant parce que nous, on a eu des problèmes d'approvisionnement en particulier. Le gouvernement, plutôt, c'est une entité gouvernementale provinciale, le labo CADM. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire de sérosurveillance si je n'avais pas assuré le financement sur le plan universitaire. Tout ce qui est acheté pour le projet, pour CADM, c'est passé par l'université, ce financement-là. Nous, on était dans la même situation. On voulait, tôt dans la pandémie, on voulait avoir Hamilton, mais ça a pris 1 an et demi. Nous, on avait les pointes, mais on n'avait pas d'appareil Hamilton. C'était l'inverse. Alors voilà. Alors, je pense qu'on aurait dû s'en parler et puis partager, parce que moi, il me reste des tips qu'on n'a jamais utilisés. Et bon, d'ailleurs, ils vont être périmés bientôt, mais ça, vous m'avez vraiment, ça m'a frappé là, ce que vous avez dit, parce que nous, notre Hamilton, ça a été très long avant de l'avoir. C'est un détail, peut-être, mais quand on essaie de mettre ces choses-là en œuvre, dans le contexte de tout ce qui a été dit là, ici aujourd'hui, on voit que c'est difficile de développer un réseau. Carmen mentionnait la normalisation des essais tôt durant la pandémie. Il y avait le groupe de travail sur la sérologie, JELO, et puis moi j'ai commencé à CADM en 2020 justement, et bon, je suis passé du NML et on m'a jeté dans le feu. C'était vraiment l'épreuve, et c'était là que j'ai vu comment ces choses-là étaient mises en œuvre, et sans ce groupe, je pense qu'on ne se serait pas rendu très loin. Très, très tôt, on a fait une validation d'envergure et on partageait les données très rapidement avec les essais qui
qui paraissait, là, bon, et puis il n'était pas approuvé par Santé Canada, c'était pour usage d'urgence ou de recherche seulement. Et même sans le partage d'échantillons, on a pu avoir un semblant d'essai standardisé, validé, pour qu'on puisse commencer à faire de la sérosurveillance tôt dans la pandémie. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais m'en tenir à ça. Je vais passer la parole à mes collègues. On pourra y revenir très bientôt. Je suis très jalouse lorsque j'entends dire qu'il y a des gens qui ont pu tester des millions d'échantillons parce que nous, on a tant peiné pour en tester 1500. Au fur et à mesure qu'on développe un réseau de labos, ça va être très très bien si on peut explorer les différences et ce qui est possible, ce qui est faisable. Il y a des fois où le travail clinique se mêle à la sérologie, on fait appel aux mêmes ressources, au même personnel pour faire tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a un biochimiste ici, parce que les microbiologistes à l'époque étaient très, très occupés. Mais lorsqu'il y a une bonne intégration avec le labo clinique, ça peut comporter des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est que vous en êtes déjà au point où vous êtes prêt pour un usage clinique. Ça ne prend pas 2 essais, un qui est approuvé, l'autre non. Donc, vous avez quelque chose là qui peut être utilisé sur le plan clinique immédiatement au niveau des citoyens canadiens et des personnes. Mais des fois, il y a des fournisseurs qui n'ont pas d'essais standardisés et il y a beaucoup de bonne concurrence qui force les entreprises à trouver le meilleur essai. Mais bon, la communauté médicale se pose la question. Il y a une grosse discussion. C'est quoi le meilleur essai? C'est quoi le meilleur produit? Donc, la concurrence est saine, mais chez nous, par exemple, on a eu un essai à l'hôpital pour le syndrome multi-inflammatoire chez les enfants. C'est ce qu'on a utilisé quand les vaccins ont paru et ça prenait un essai pour nucléocapside. On a pu faire appel à l'hôpital voisin qui est partenaire avec nous, qui avait un système Abbott. Et le défi dans ce contexte, par contre, c'est que même si on avait les échantillons tout près et on était d'accord pour faire le travail, pour mettre l'échantillon et le financement aussi, ça a pris des mois avant qu'eux puissent libérer assez de temps parce qu'il y a du travail clinique qui passe en priorité, qui passe avant nous. Et la situation présentement, nous, bon, au fur et à mesure que les fournisseurs prennent des décisions financières, à savoir s'ils vont maintenir ces essais-là, la production d'essais, étant donné la faiblesse du marché. Maintenant, je ne peux plus, moi, faire de sérologie COVID en Nouvelle-Écosse parce qu'Orto a retiré la production ses essais. Nous, on n'a pas de plateforme et puis l'hôpital voisin, comme je vous disais, est débordé de travail clinique. Donc, ce serait bien de mettre la main sur ces essais-là juste pour la sérosurveillance. Et c'est pour ça qu'une occasion qui va se présenter à nous, on va voir comment on fait. Puis on se dit, on devrait se parler entre nous si quelqu'un a trouvé la solution. Mais comment peut-on régionaliser certains de ces essais pour la région de l'Atlantique? Comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard, ramener ça, regrouper ça à un seul lieu, un seul labo, mais aussi d'avoir l'occasion de partager nos expériences. J'aime l'idée d'avoir un ensemble de normes tout près pour qu'on puisse voir ce qui se passe avec nos divers essais, mais en direct, en temps réel. Même l'approvisionnement, ce qui me trouble un peu là, au sujet de la normalisation, c'est que si on avait des problèmes d'approvisionnement avec un seul fournisseur et sans pouvoir se retourner et faire appel à un autre fournisseur, ça pourrait causer des problèmes. Quand on a manqué d'éprouvettes là, pour faire la collecte des échantillons de sang, par exemple, il manquait de ces petites éprouvettes, les petits tubes.
quand je me dire au public, là, il nous manque des tubes. Alors, allez pas faire mesurer votre hémoglobine, même si vous avez de votre médecin là, une demande. Évitez de le faire. Et ce qui est arrivé, c'est que les gens ont couru vers les labos pour essayer de le faire avant qu'on n'ait plus en stock. Alors, ça a donné l'effet contraire. Merci. Ici, nous avons au panel une expérience collective importante. Vous avez vécu la pandémie en labo, vous avez connu les peines, les défis, les problèmes. Nous les avons décrites, ces peines et ces troubles, en long et en large, mais enlevez votre chapeau de labo, labo public, si on veut, et prenez votre chapeau et manette. Il faudra essayer de imaginer à quoi ça ressemblerait un réseau de labo pour Emanette, qui est un réseau axé sur le sang résiduel. Comment est-ce que vous entrevoyez un travail collectif pour l'élément labo, parce que c'est le panel des labos? Comment est-ce que vous imaginez un travail collectif qui nous réunirait tous et toutes pour un essai quelconque? Un test sérologique pour la grippe, l'influenza ou pour les coronavirus. Est-ce qu'on devrait centraliser nos efforts et les axer ou les centrer sur 2 ou 3 labos seulement, ou est-ce que tous les labos devraient avoir les mêmes capacités pour exécuter l'étude sérologique? Qu'est-ce qui serait la meilleure option selon vous? Bon, on va passer de l'ouest vers l'est de nouveau. Pour ce qui est de le réseau sanguin Emanette, l'avantage, je pense, c'est de ne plus dépendre d'une seule source de fournisseurs. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Pour ce qui est de... ça pourrait être un réseau plus diversifié. Bon, les normes, les standards seront en place, oui, mais il faut aussi partager les protocoles pour l'assurance qualité, pour la conduite de votre programme, de votre étude, étant donné la diversité d'essais qui seront utilisés, il faut qu'il y ait assez d'éléments communs pour pouvoir harmoniser les résultats ultimement. Et moi, je recommande de maintenir la diversité, mais c'est pas chaque personne et c'est pas chaque organisation qui a besoin d'un labo pour tester, faire des essais multiplex, mais il devrait en avoir un nombre suffisant à l'échelle du Canada pour combler les besoins. Il y a quelque chose que je voulais ajouter, mais ça vient de m'échapper. Peut-être que ça va me revenir plus tard. Mais pour ce qui est de l'approvisionnement, voici une anecdote. Nous, on a acheté notre Hamilton sur eBay. Oui, oui. Des fois, il faut, comment dire, il faut avoir une approche extraordinaire et une pensée créative. La capacité pour de faire des essais, c'est pas tous les labos qui pourront bon, s'il y a assez de mécanismes pour partager les échantillons, je pense qu'il va y avoir plus de mesures, plus de marge de manœuvre pour pouvoir s'épauler mutuellement. Les protocoles pour la qualité devraient être similaires à ce qu'ils sont pour les soins cliniques, mais les essais eux-mêmes n'ont pas besoin d'être approuvés par Santé Canada si c'est pour la sérosurveillance par opposition au diagnostic. Qu'est-ce que vous pensez que ce réseau devrait devenir? Ça devrait ressembler à quoi, selon vous? Du point de vue de la Saskatchewan, et bon, un de mes post-doctorats, j'ai travaillé avec CERN. Ça, c'est un bon exemple. Un bon exemple d'une organisation qui a plusieurs sites au Canada qui
récupèrent les échantillons résiduels et les envoient à certains labos principaux qui peuvent faire la recherche. Je sais qu'en Saskatchewan, nous, lorsque nos essais pour la COVID ont perdu leur pertinence clinique, ben, en ce moment, bon, il y a un manque de personnel, on ne trouve pas de technologues, de techniciens. Pour les projets de surveillance, ça ne facilite pas les choses. Mais avoir un lieu où on peut stocker des échantillons pour les envoyer aux personnes qui en ont besoin, ça serait utile. Déjà, l'espace dans les congélateurs, bon, ceux qui passent par les services d'analyse chimique, là, ils sont jetés au bout de 3 jours. Alors, on pourrait faire comme ça, un CERN. You're online and we don't want to forget you. Do you have any Carmen, thoughts? vous êtes en ligne, on ne veut pas vous oublier. Y a-t-il des pensées que vous aimeriez partager? Comment imaginez-vous ce réseau de laboratoires? Comment pourrait-il fonctionner? Ben, il faut que ce soit spécifique aux provinces ou aux territoires. Par exemple, la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, les provinces de l'Atlantique ne maintiendront pas la capacité de faire des tests de sérologie pour quelques pathogènes, ben, disons COVID dans ce cas-ci. Mais la Colombie-Britannique ou l'Ontario, comme ce sont des provinces plus grandes, maintiennent cette capacité. Je crois qu'on doit avoir 3 MTA très bien peuplés pour ces transferts. Si on le fait sur une base quotidienne, permanente, si on crée par exemple une banque et monnaie, ben, ça pourrait être fait. Je sais que les échantillons étaient très importants pour les négatifs parce qu'on peut remonter une année en arrière et on peut garantir que les spécimens qu'on avait étaient négatifs. Et plus tard, on avait des positifs de partout. Mais ne pas avoir aucun négatif dans une biobanque ou dans un biorépertoire, ben, il faut qu'il y ait un espace de congélation pour pouvoir prendre l'échantillon approprié des populations sous-représentées ou simplement d'un ensemble de la population et qu'on peut renvoyer là. Il pourrait s'agir d'échantillons anonymisés, peut-être pourrait-il contenir un niveau d'information démocratique minimal, mais bon, si tout le monde dans le réseau pourrait utiliser ces échantillons, ce serait très avantageux. Ça nous permettrait, par exemple, de stabiliser un panel en disant voici, Colombie-Britannique, voici notre panel, qu'est-ce que vous avez sur vos instruments, OK, Saskatchewan, etc., etc. Et là, on pourra comparer des pommes avec des pommes parce qu'on a les mêmes échantillons. Avoir un pur répertoire de ce genre nous permettrait de créer un bassin d'échantillons. On n'aurait pas besoin de s'inquiéter des limites au volume. Ensuite de ça, peut-être qu'un technicien de prise de sang, d'analyse du sang pourrait venir entreposer ou sortir des échantillons pour créer un répertoire plus large. Pendant la pandémie, je ne peux pas vous dire combien de fois je me suis cogné la tête sur le mur en tentant de donner, d'envoyer des échantillons à l'extérieur de l'Alberta. L'Alberta est érigé des murs assez solides autour de la pandémie, ne voulait vraiment pas partager. Ce qui est vraiment malheureux, parce qu'on aurait pu faire beaucoup plus. Et je crois que CMTA doit être un niveau gouvernemental assez élevé pour les maintenir. En Alberta, par exemple, je ne sais pas si vous suivez la politique, mais notre laboratoire a été encore une fois réorganisé pour la 4e fois en 10 ans et aucune des personnes qui auraient pu signer ces ententes il y a 10 ans ne sont plus là. Ils ont tous été congédiés. Donc, il faut que les choses se fassent à un très haut niveau, une entente entre les ministères, entre les provinces. Parce que ce qu'on appelle maintenant l'Alberta Precision Lab, ça n'existera plus, ça avait fait cela il y a 10 ans. Mais il faut constamment renouveler la collaboration, il faut rendre les MTA disponibles pour qu'on puisse immédiatement transférer des systèmes et les données. Ce serait tellement bien. Thank you, Carmen. Merci, Carmen. Do you have thoughts on this first question? Eh bien, je répéterai ce que Carmen a dit. Le fond,
pour être honnête, il faudrait qu'il soit fondé sur ces ententes. Rien ne pourra se produire à moins que cette entente ne soit en place. Et ce devrait être la priorité numéro un, obtenir ces arrangements, ces ententes avec des partenaires à un très haut niveau. Comme ça, quoi qu'il arrivera, ces ententes existeront toujours. Et le réseau pourra continuer à fonctionner. Je pense moi aussi que la réponse dépend beaucoup de notre capacité à déplacer les échantillons. Si on peut, ceci nous donne l'occasion de faire plus de centralisation et de spécialisation potentiellement. On pourrait avoir certains sites qui sont davantage dédiés à des gros volumes plus près des essais commerciaux. On pourrait se concentrer là-dessus. D'autres sites pourraient être davantage axés sur le multiplexing et être plus près des nouveaux tests qui sont présentement développés. On peut avoir un site de transition qui déplace les échantillons. Non pas des tests développés à laboratoire, mais des tests de recherche, purement de recherche. Puis on pourrait faire évoluer cela vers quelque chose qui est prêt pour l'utilisation clinique. Ça aurait peut-être une sorte de transition. Et ensuite, il faudrait trouver des moyens appropriés de nourrir cette banque de données. Et voir comment influencer les facteurs biologiques qui sont disponibles. Ben, ça dépend. Mais on peut choisir comment on aimerait régionaliser. Si on peut déplacer les échantillons aussi librement qu'on le veut, peut-être on organiserait les choses différemment. La plupart d'entre vous mentionné les contrats pour déplacer les échantillons. Je n'ai pas arrivé immédiatement à cette question, mais je crois qu'elle semble émerger. Alors, comme vous le savez, il faut savoir comment on déplace les échantillons dans un MTA et comment faire circuler les données. Dans notre expérience personnelle entre le laboratoire d'Ottawa et celui de Toronto, on avait besoin de modèles des biostatistiques et pour aider les deux laboratoires à harmoniser leurs données. Dans ces contrats, comment pouvons-nous déterminer comment cette habilité à chercher l'information fait partie intrinsèque de notre capacité à travailler ensemble? Je ne sais pas si on a les bonnes personnes à qui poser la question. Ben, c'est quelque chose d'assez évident qu'il faut avoir dans un contrat. Avec ces ententes sur les échantillons, auparavant, il y avait une entente où il y aurait un minimum d'informations et de données qu'on serait prêt à partager avec le réseau, avec nos partenaires. Bon, il y a la banque de données du GTIC qui offre un très beau modèle et qu'on devrait maintenir. Probablement une des meilleures façons à laquelle je puisse penser. Donc, est-ce que les données devraient être analysées dans chaque laboratoire individuel ou est-ce qu'elles devraient être centralisées par une entité? Pour vous donner un exemple, j'avais accès au dossier de vaccination de tous nos participants dans notre étude de sérosurveillance. J'ai donc pu mieux circonscrire les choses que d'autres provinces qui recevaient des cas d'infection naturelle. J'ai dû faire une annonce, une analyse, un pour la GTIC puis l'autre pour la province, parce qu'on avait un ensemble de données supplémentaires qu'on était prêts à partager. Alors, voilà. Il faut avoir un minimum que tout le monde est prêt à partager et
Si les provinces ont leurs propres priorités, leurs propres centres d'intérêt, ils peuvent aller plus loin avec ce genre de données pour faire différents types d'analyses. Mais il y a au moins une analyse minimale que nous pourrions faire. L'autre aspect ici, ce n'est pas simplement une question de circulation des données, mais aussi de la propriété des données et la propriété de l'analyse. Si vous offrez des données et quelqu'un fait une analyse, à qui appartiennent ces choses? Ça, il faut que ce soit discuté à l'avance et faire partie d'un contrat. Et si on peut en arriver à une entente sur l'attribution de la propriété. Bon, présentement, c'est comme lorsqu'on écrit un article, par exemple, qui a plusieurs auteurs. Mais si on doit partager des grands ensembles de données, ces ensembles de données viennent de différentes entités. Alors, ceux qui partagent doivent recevoir davantage de reconnaissance. Puis il faut déterminer également entre nous à qui est attribuée la qualité d'auteur ou de créateur de ces données. Bon, il va falloir qu'on s'entende ensemble, qu'on décide ce qu'on veut partager. Pour ce qui est de faire circuler les données des échantillons, eh bien, quelle est la principale entité qui circule? Je me rappelle qu'il y a une fois, j'ai donné une présentation, je parlais de la difficulté à obtenir des métadonnées. Un épidémiologiste est venu me voir et m'a dit, on appelle les échantillons des métadonnées. Pour eux, c'est une métadonnée. Alors, tous les partenaires vont avoir des perspectives différentes là-dessus. Et ensuite, une question sur les normes et la normalisation des essais. Il y a eu des pressions très, très, très fortes sur les laboratoires de sérologie de rapporter leurs données par anticorps liants par 1000, une norme internationale. Pour cela, il fallait commander ces normes NBIC, ce qui posait des problèmes de provisionnement pour nous. Cela prenait 4 semaines pour recevoir ces normes. Le volume était extrêmement petit et ces normes ont maintenant évolué vers une autre version de la norme qui pourrait ou pourrait ne pas offrir de si bons résultats dans nos essais. Maintenant, dans le cadre d'une infrastructure Emanet, pourrions-nous penser à créer notre propre norme et assurer une normalisation entre nos laboratoires? Devrions-nous considérer créer un bassin de CERA pour créer une norme nationale pour qu'on ne soit pas dépendant de complètement des procurements pour les normes internationales? Je penche dans cette direction, d'une part, mais j'ai des réserves. D'une part, d'avoir des données faciles à obtenir, qu'on pourrait donner national, ce serait excellent pour la région spécifique. Mais là, on ne peut plus comparer nos données avec le reste du monde. Donc, je crois qu'il y a toujours un rôle pour la norme mondiale, des unités internationales. Mais je ne crois pas que c'est peut-être mutuellement exclusif. Si on peut avoir les deux, quelque chose de spécifiquement canadien, auquel on peut avoir accès rapidement, qu'on pourrait normaliser entre nous, et plus tard, on pourrait utiliser les normes internationales disponibles. Je crois qu'on peut aller un petit peu plus loin. On peut combiner les spécimens canadiens et en faire une norme tenant compte de la norme internationale. Norme en norme, toute notre population canadienne en ayant une norme internationale plutôt que de le faire dans chaque laboratoire individuel. Et puis là, on n'a plus ces problèmes d'approvisionnement. Aussi longtemps qu'on peut montrer
continuité de la norme et de la calibration. Ce n'est pas exactement ce que je fais à plein temps, mais on y pense constamment. On peut demander quelle est la norme étalon pour mon essai? Est-ce que je peux retracer cette calibration? C'est maintenant une exigence pour l'accréditation. Alors, est-ce que je peux retracer cela à une norme internationale commune? Mais la traçabilité de la calibration est importante. Et c'est quelque chose qu'on pourrait centraliser. Pourquoi devoir le faire tous séparément dans notre coin? On peut avoir la norme canadienne qu'on peut retracer. Ça, ce serait très utile. Les fournisseurs ne s'adaptent pas toujours rapidement aux nouvelles normes internationales. Si on attend que nos fournisseurs fassent des changements dans leurs essais et preuves par rapport aux normes internationales, on peut attendre 40 ans, ce qui est le cas dans le Fairton. Et nous sommes à 2 normes maintenant en retard, puis une autre en est encore à sa première norme. Bon, une autre question, puis on ouvrira la période de questions. Ceci a été soulevé par plusieurs d'entre vous. Puisque notre objectif est de nous rassembler à une seule infrastructure et manette, quelles considérations spéciales devraient s'appliquer pour créer un programme de formation HQP pour des individus qui pourraient travailler dans tous les laboratoires et manettes à travers le pays? Serait-ce utile? Est-ce faisable? Est-ce une bonne idée? Je ne suis pas certain combien ça prendrait de temps d'avoir un programme de formation spécialisé. Je ne crois pas que c'est une mauvaise idée, mais un programme de formation spécialisé pour une discipline assez étroite n'est peut-être pas dans le meilleur intérêt d'une personne qui suit le programme. Mais ce serait important, par exemple, qu'il y ait un programme semblable pour les étudiants non diplômés, qu'ils aient des programmes, par exemple, qui traitent de la sérologie. Carmen, des idées? Est-ce que ton laboratoire pourrait profiter d'un programme de formation ou d'avoir des personnes qui arrivent avec déjà certaines compétences dans le domaine de modélisation, d'analyse de données ou des capacités techniques à travailler sur différents aspects? Oui, j'ai peu fait référence à la première séance ce matin. Je crois que les étudiantes en maîtrise en santé publique pourraient profiter d'une telle formation. Mais une formation transversale entre différents groupes pourrait également être utile. Je ne sais pas si, comme je l'ai dit, je ne sais pas si c'est vraiment faisable. Ce serait un programme à portée tellement limitée. Ce serait un programme à créneau. C'est qu'il nous manque, ce sont des gens, on pourrait être prêts à les former nous-mêmes. Mais embaucher quelqu'un, à l'époque, c'était pratiquement impossible. Ce n'est même pas une question de formation, mais il faut trouver la personne physique. Il faut trouver une personne physique pour la former. Là, chez nous, ce qui serait le plus utile serait d'établir des partenariats stratégiques. Nous avons des étudiants diplômés dans d'autres domaines qui pourraient potentiellement être appelés à travailler dans le cadre d'un tel projet. Plutôt que de dire on va avoir un programme de formation dédié pour cela, non. J'avais fait établir un partenariat avec cet autre organisme et avec ce projet, des étudiants qui travaillent sur un projet particulier qui pourraient peut-être travailler avec à régler mon problème et manette. Alors donc, on va avoir une période de questions générales. Comment allons-nous développer ce réseau national de laboratoires pour soutenir les manettes?
Il y a une question en ligne, on commencera par cela. Dr. Dead Money, vous pouvez y aller. I just feel like there's a common theme coming up over and over Je crois qu'il again. y a un thème qui semblerait sortir constamment et qui vient d'être souligné ici. Les capacités nationales dépendent de notre possibilité de partager des échantillons et des données. Et ma question que je retourne dans ma tête, c'est comment arriver là? Comment réussir une entente, prénormalisation ou un modèle de sorte à ce qu'on ne reproduise pas encore les obstacles qu'on avait auparavant constamment. Quelqu'un veut répondre à cette question? Un programme FLAC FLTO. Je ne suis pas certaine ce qui pourrait être fait au niveau fédéral, mais on pourrait commencer au niveau provincial. Donc, qu'on peut faire. Bon, il faudrait commencer au niveau provincial, tenter de solutionner, de trouver une solution localement. Je crois que ce qu'Arcarmen a dit, c'est que c'est peut-être fait à un niveau très élevé. Autrement, ces ententes disparaissent avec des changements de gouvernement ou d'établissement, d'institutions, etc. Au niveau régional, j'espère que dans les régions de l'Atlantique, on puisse prendre avantage de choses qui se déroulent de toute façon. Maintenant, les médecins peuvent circuler entre les provinces et les maritimes librement. Angela. Un commentaire très rapide sur l'aspect formation. On l'a identifié suffisamment fréquemment pour savoir qu'il y a un besoin pour un tel programme. Mais il y a d'autres pays qui contactent nos banques de données biologiques et puis ils veulent faire un internat au Canada. On n'a pas un tel programme au Canada. 4 candidats ont contacté l'Université de Toronto. Il y en a un qui a contacté de Lyon, qui vient de la République démocratique du Congo. Il a par exemple, de l'expérience sur le terrain par rapport à la malaria, par exemple. Donc, il y a je crois qu'il ne s'agit pas simplement d'analyser. Il faut également reconnaître que la capacité à créer des banques de données biologiques au Canada serait très utile. Je crois qu'on peut contacter différentes universités de façon à établir une possibilité pour les étudiants de faire un internat dans différents sites. Steve, je crois que le problème avec le matériel, c'est qu'à côté d'une province qui représente seulement 1%, qui n'a pas beaucoup de tests faits, dans le groupe de laboratoire auparavant, voulait avoir un gros volume de sang des positifs. On a essayé cela à partir du plasma qu'on n'allait pas utiliser pour tenter de le tester dans le système. Ça a pris une éternité. Je crois que si on peut avoir un volume de 1 à 50 000 de plasma, avoir un positif n'est pas un problème. C'est regarder ce qu'il y a dans le plasma et c'est compatible avec les preuves. Et si on veut développer une épreuve sur la base du plasma, c'est une autre histoire. Pour la normalisation, ce n'était pas très clair. Est-ce qu'on parle d'une normalisation des particules, des spicules, est-ce que c'est pour un essai quantitatif qui n'est pas vraiment quantitatif? Ou est-ce qu'on veut se normaliser au niveau des capsules nucléides? Ou parlez-vous de normes où c'est une régulation limitée? Je ne suis toujours pas certain de ce qu'un test standardisé va nous donner. Je ne suis pas certain dans certains cas ce qu'un test STS va nous dire.
parce que là, ça peut varier en fonction des capacités de neutralisation selon les variantes. Et aussi, les gens viennent me voir me dire, puis, vous me donner des normes. Je n'ai pas de normes. Je peux vous dire où se trouve le PR50, mais ce n'est pas suffisamment standardisé. En fait, c'est très difficile à faire. Je crois qu'il faut être clair. Pourquoi demande-t-on ces résultats? Est-ce que tu as vraiment changé la façon dont on interprète les résultats en pratique? Je suis un peu horrifié. On rit de cela, mais c'est complètement fou. On doit vraiment tirer les leçons que nous avons apprises, les combiner et contacter les personnes qui manquent pour avoir les autres pièces qui manquent pour le puzzle. Nous ne sommes pas prêts à aller de l'avant, pas du tout. Alors, je crois qu'on doit prendre tout cela très au sérieux. Ma question était la suivante. Ne portez pas sur le laboratoire même, mais sur le partage de données. Agatha avait cette diapo sur le courriel de Bonnie. Alors, quel genre d'entente avez-vous conclu? Comment avez-vous eu accès au répertoire de vaccins et pouvez obtenir ça par écrit? Et que doivent faire les autres laboratoires pour en arriver à de telles ententes? Parce que présentement, on n'a pas du tout ce partage de données. Je peux vous dire ce que j'ai fait lentement. Attends, besoin d'une enregistreuse? J'y pensais d'ailleurs. Il y avait un groupe de travail sur les vaccins très tôt. Le groupe de travail faisait déjà des extraits de données régulières de notre système de répertoire de vaccins provincial pour voir où ces vaccins étaient utilisés, dans quel groupe, etc. Donc, il y avait tout un groupe de la santé publique qui examinait et gérait ces analyses. Et j'ai dit, bon, écoutez, on a un programme de séroprévalence provinciale, on aimerait connecter ces données avec les vaccins des données. Voici ma liste. Et cela s'est produit parce que jusqu'à tout récemment, CATM faisait partie du système gouvernemental. Santé publique et CATM étaient essentiellement la même chose. Donc, j'ai pu leur envoyer une liste et je me dis, pourriez-vous me renvoyer le répertoire? Quelques minutes plus tard, je l'ai reçu. Donc, c'était très, très simple. Et maintenant, CATM est une entité incorporée qui s'appelle Shared Health. Alors, je ne sais pas si c'est ce que j'ai fait pour se produire à nouveau, parce qu'on ne fait plus partie de la santé publique maintenant, en soi. Alors, c'est ce que j'ai fait, et ça a très bien fonctionné. Et j'ai envoyé ces données au groupe de travail sur le vaccin, parce que je peux ainsi identifier les tendances dans les différentes communautés. Inaudible? C'est sur ma liste. Je vais continuer jusqu'à ce que quelqu'un me dise non. C'est ce que je voulais dire, justement. Une dernière question, Dr. Pinto. Oh, désolé. Ayant connu ce même genre de fusion, on faisait partie du ministère, on avait des lignes ouvertes de communication avec la santé publique, on partageait les données, et dès que nous sommes tombés sur l'autorité de la santé, une autre autorité de la santé, ben, c'était comme si un mur était tombé. J'ai quelques commentaires sur la base de mon expérience. Pour la norme nationale, ce qu'on appelle la norme secondaire dans notre langage, il y avait un manuel et une orientation, et je peux vous envoyer le lien. Bon, je vais essayer de le trouver. Parfois, je trouve que c'est difficile de naviguer tous ces documents. Mais on vient de tenir un atelier avec 4 pays différents dans le monde. Et encore une fois, ma suggestion, là, on voulait vraiment normaliser. C'était tellement efficace quand on normalise à travers tout le réseau. On pourrait avoir des données dans ces unités. Et lorsque c'est disponible,
C'est comme ce que vous avez décrit. Et continuer à calibrer, continuer la traçabilité avec le temps, parce que des choses bizarres peuvent se produire. Et l'autre aspect concerne la chaîne d'approvisionnement. C'est très important d'avoir des conversations du côté commercial. Il faut voir quelles sont les normes commerciales, pas au niveau des ventes, mais avec plusieurs fournisseurs commerciaux, nous avions des appels périodiques parce qu'ils ne savaient pas quels seraient nos besoins. Encore une fois, il faut des conversations sur les normes. Plusieurs d'entre elles étaient ouvertes à la normalisation et à les utiliser et demander même des échantillons. Ces communications vont être critiques. Ces communications seront essentielles en cas d'urgence pour avoir ce dont on a besoin, qu'on a les échantillons sanguins dont on a besoin pour mesurer l'immunité par la suite. Et maintenant, on va passer... Ah, il y a un commentaire de la part de la docteure Jasmin. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, mais merci de vous être rappelé de cette diapo quand j'ai courrielé Bonnie, notre ministère de la Santé en Colombie-Britannique. Se parler est vraiment essentiel. On voit qu'il y a une déconnexion. On se demande comment est-ce que vous avez fait dans votre province. Quand je pose la question et que quelqu'un a pris un autre chemin plus facile, eh bien, je porte ça à l'attention aux autorités de ma province. Donc, on peut se justifier mutuellement ainsi. Trouver des tuyaux pour se parler, c'est vraiment fondamental. Agathe, après cette diapo, en fait, j'ai envoyé un texto à mon patron pour dire « Agatha a pu faire ceci, pourquoi je ne peux pas faire cela? » Je voudrais remercier les panélistes pour cette discussion